Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse est votre plateforme de débat sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Scène de Presse, c'est le choc des idées et le poids des arguments. À coup sûr, à la une de cette édition, morte alors qu'elle voulait donner la vie, c'est l'histoire de la regrettée Monique Koumaté, une jeune dame d'une trentaine d'années. Elle est décédée à Douala dans des conditions non encore élucidées. La jeune femme porteuse d'une grossesse gémellaire a été conduite au district de santé de Nilon, puis à l'hôpital à Kintini de Douala alors qu'elle était déjà morte. La suite est une tragédie qui met en scène une accoucheuse autoproclamée, un morguier, une sage-femme et le major de l'hôpital à Kintini de Douala. À la suite du ministre de la Santé qui était face à la presse dimanche, Scène de Presse questionne les circonstances de cette tragédie. Opération épervier, quand les proies deviennent prolixes et remplissent les rayons des librairies derrière les barreaux, ces prisonniers de luxe produisent une abondante littérature sur le régime et le système qu'ils ont servi pendant de longues années. Le dernier en date, Les mensonges d'État, écrit par l'ancien ministre de la Santé, Urbain Olanguena-Wono. Ce livre est publié aux éditions du Chabel. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, était à ce sujet face à la presse la semaine dernière. L'opération épervier est un mouvement d'assainissement des mœurs économiques et non une manœuvre d'épuration politique, clame-t-il. Question, que cachent ces livres écrits par ces anciens dignitaires du régime? Ces ouvrages gênent-ils le pouvoir en place? Scène de Presse ouvre le débat. Madame, Monsieur, nous sommes ensemble pendant 90 minutes chrono avec vos rubriques habituelles. La revue de presse que signe Régine Gladys Le Bouddha, le portrait de la semaine qui décrit les misères d'un call-boxeur, l'image collatérale et les unes du lundi. Mais avant, je vous suggère de découvrir nos invités du soir, mis en scène par Christelle Avoum. Félix Zogo est le tout nouvel inspecteur général du ministère de la Communication. Précédemment chef, cellule juridique puis conseiller technique, cet expert en langue magistrale est maître de conférence à l'université de Yaoundé 1. L'ancien chef du département de la publicité de l'ESTIC a aussi été le coordonnateur pédagogique du département édition et art graphique. Mais aujourd'hui, il est retourné à ses premiers amours, les sciences du langage, qu'il arpente aussi bien que les couloirs du MINCOM. Georges-Alain Boyomo est le rédacteur en chef du célèbre quotidien Mutation. L'éditorialiste a souvent griffonné dans les colonnes du Messager et prêté sa voix à Radio Campus. Président du club des journalistes politiques du Cameroun, il tient des cafés politiques avec les leaders du régime en place et son opposition. D'ailleurs, il a assuré la couverture de toutes les élections, législatives, sénatoriales et présidentielles. D'un éditorialiste à l'autre, Jean-Bruno Tagne fait partie de ces journalistes dont la plume arlamiste ne laisse pas indifférent. Issu de la 34e promotion de l'ESTIC, le tout nouveau directeur général adjoint de Canal 2 International a commencé par balader sa plume à Mutation, puis au journal Le Jour. D'ailleurs, il y a été le chef-service des départements de sport, puis politique. L'analyse intrinsèque des systèmes, il la connaît. De la débâcle à la tragédie des Lions, l'auteur nous a récemment proposé l'économie de la gestion de notre équipe nationale. Ce visage télégénique, vous le connaissez. Simon Menyanga est le présentateur des émissions du RDPC. Issu de la 31e promotion de l'ESTIC, le chef de la cellule de communication de la Caisse nationale de prévoyance sociale crie son indignation face au manque de professionnalisme des personnels soignants. Il va même jusqu'à interroger l'engagement hypocrite pour certains au sermon d'Hippocrate. Voici un chevalier qui rend honneur au sermon d'Hippocrate. Professeur titulaire de gynécologie obstétrique à la faculté des sciences biomédicales de Yaoundé 1, Bourg Obisson, puisqu'il s'agit de lui, est aussi le directeur de la santé familiale au ministère de la Santé. Au travers des expériences acquises,
Alors, quelques soucis avec nos machines. Il s'agit donc là du professeur Robinson Bou que nous recevons dans ce studio, qui fait partie du panel de ce soir, qui est directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique. Le professeur Robinson Bou est également gynécologue. La suite de cette édition nous conduit immédiatement à Douala pour amorcer la première une. Allô, Lucrèce? Lucrèce, vous me recevez. Bonsoir et bienvenue à Douala, la capitale économique. Merci Berthe d'être avec nous. Alors, quel est le climat qui prévaut ce soir à Douala en général et particulièrement à l'hôpital La Quintini? Il faut dire, Lucrèce, que le calme règne à Douala et justement particulièrement à l'hôpital La Quintini de Douala où nous avons passé une bonne partie de la journée. C'est vrai, le climat était quelque peu tendu en matinée, mais c'était avant toutes les réunions qui se sont tenues dans cette formation hospitalière. Aujourd'hui, il y avait une mobilisation spéciale. Déjà même dans le dispositif de surveillance, on a pu noter la présence des forces de l'ordre. On a noté également le va-et-vient de certains responsables. L'heure était au rapport. Et bien sûr, à cette réunion de crise présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné, Iva Hadibois, qui est descendu avec son état-major et les responsables de la santé publique dans le littoral pour essayer d'analyser des faits et de rétablir la vérité, ceci indépendamment des enquêtes qui sont menées par les services compétents. Alors, à l'issue de cette réunion de crise, le gouverneur de la région du littoral a fait une déclaration où il appelait les populations au calme le temps que l'enquête se poursuive et qu'on établisse les responsabilités. Et ça, le Dieudonné Iva Hadibois a tenu également à préciser aux hommes de médias que lorsque ces enquêtes seront menées, la vérité sera connue de tous. Et il a donc appelé les populations à se calmer parce qu'il faut dire, Lucrèce, depuis hier, et vous avez dû recevoir ces messages déjà dans les réseaux sociaux, certains appelaient à des marches, à des soulèvements. Cet après-midi même, on nous a signalé une marche du côté de La Quintini qui finalement a été maîtrisée. Et le calme est revenu dans la ville de Douala. C'est également le calme. C'est vrai, les réunions se multiplient. Nous sortons d'une autre concertation où le délégué de la santé publique a tenu lui également à donner sa version des faits avec quelques autres responsables des formations hospitalières de la ville de Douala, des formations hospitalières par où la défunte, la regrettée dame Monique Koumateke est passée avant l'hôpital La Quintini. Voilà donc pour ce qui est de la situation qui prévaut. Berthe Mbala, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui aurait conduit à cette tragédie? Si nous nous en tenons aux sources policières et également aux déclarations de ces différents responsables que nous venons de citer tout à l'heure, il est donc établi que dame Monique Koumateke, enceinte de 8 mois et de quelques semaines, se serait donc rendue dans une formation hospitalière privée de la ville de Douala. Et là-bas, on lui a administré un traitement en attendant qu'elle fasse le bilan des examens qu'on lui avait demandé de faire parce que dans cette formation, il est établi que c'était sa toute première consultation depuis qu'elle était enceinte. Suite à cela, elle a été reçue à l'hôpital du district de Nilon hier, le jour même de son décès, vers 8h45. Et selon le directeur de cet hôpital, le décès de la regrettée dame Koumateke a été constaté cette matinée-là et les services ont dirigé les membres de la famille vers la morgue
cette famille a demandé si on ne pouvait pas extraire les fœtus et l'hôpital de Nilon s'est déclaré incompétent pour l'opération. Et voilà donc ce qu'on a pu recouper auprès des responsables. Selon donc les responsables de l'hôpital La Quintinie, la dame est arrivée à l'hôpital La Quintinie décédée déjà et on l'aurait dirigée vers les urgences et le médecin qui était de garde leur a dit, parce que la famille a déclaré qu'il s'agissait d'un cas d'accouchement, on les a dirigés vers la maternité. À la maternité, on a constaté également le décès. On a demandé de mettre le corps à la morgue. Et c'est du côté de la morgue, donc, les membres de la famille auraient peut-être, avec le morguier, constaté qu'il y avait des mouvements. Et puis, la suite, vous la connaissez. Celle qui accompagnait la dame a cru bon devoir s'acheter une lame bistouri pour effectuer l'opération qui est aujourd'hui l'objet de tout ce scandale et de ces commentaires. Merci Berthe Mbala qui nous appelait là depuis CR TV Littoral pour tous ces éclairages. Le calme est revenu à Douala. La vérité se fait de plus en plus jour. Et je me penche comme ça, je me retourne comme ça vers le professeur Robinson Bou. Vous avez écouté cette communication, ces éléments qui nous viennent de Douala. Ces éléments cadrent parfaitement avec la conférence de presse et les déclarations du ministre de la Santé publique de cet après-midi. Oui. Alors, cette dame, effectivement, est arrivée à l'hôpital étant déjà morte. Elle était inerte, comme vient de le préciser Berthe Mbala. Professeur, une question à l'entame de cette émission, de cette édition de Scène de presse. Une dame enceinte est morte. Peut-il avoir dans son ventre des fœtus vivants? Non. Les fœtus sont totalement dépendants à les porteuses. Ça veut dire que c'est la mère qui est enceinte, qui nourrit le fœtus. D'abord, le langage fœtus, c'est un enfant qui est dans l'utérus. Il n'est pas dépendant, cet enfant-là. Il suit les activités de la mère. Il mange à travers l'échange de placenta. Donc, il n'y a pas une connexion directe sanguine entre la femme et le fœtus. Donc, si le fœtus est là, c'est parce que sa mère est là. Si la mère décède, donc, le fœtus prend 2 minutes seulement pour décéder. 2 minutes seulement. Donc, il n'était pas possible qu'une femme qui a décédé, qui a fait peut-être 4 heures, d'abord, dans on ne sait pas où, peut-être on va chercher la lumière par rapport à ça, et on amène la femme dans une première clinique publique, et on constate que la mère est décédée. À ce moment-là, on ne pouvait pas trouver encore de fœtus. Et je précise qu'elle est arrivée à l'hôpital, on la conduisait, elle était dans la malle arrière du véhicule du taxi. Oui, d'abord, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un vivant dans une malle arrière, hermétiquement fermée. Ça veut donc dire qu'il est décédé ailleurs et on l'a amené seulement. Mais ils ont aussi affirmé que la maman était morte, qui voulait qu'on enlève les enfants là-bas à l'hôpital de Nilon. Et ce n'était pas la compétence de tout le monde qui travaille à cet hôpital-là. C'est des pratiques courantes dans les hôpitaux? Dans notre pratique, si une femme est enceinte et décède au sein d'une maternité, notre pratique nous donne l'opportunité, le droit de faire ce qu'on appelle une césarienne de post-mortem. Donc on est enseigné pour faire ça. Ça veut dire que l'enfant est décédé devant un gynécologue ou un médecin à compétence chirurgicale. Il enlève ce bébé. C'est dans l'ontologie médicale. Mais si la femme est décédée dans le quartier, elle arrive à l'hôpital, elle n'est plus quelqu'un qu'on amène dans l'hôpital, c'est la morgue. Et les morguiers sont aussi formés pour faire ce genre de césarienne. Ce n'est plus césarienne dite de manière avec tout le respect d'asepsie. On peut couper, on peut ouvrir, on peut attacher même avec n'importe quel fil parce que la femme est décédée et les fœtus sont décédés. Donc c'est comme ça la pratique se fait et dans notre pays et ailleurs aussi. Simon Moyanga, comment réagissez-vous à ces éclairages qui nous sont donnés après tout ce qu'on a entendu, toutes les informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux depuis hier? Oui, je dois avouer que il est bon aujourd'hui que la vérité se fasse jour, parce que les premières informations ont été tellement alarmistes, tellement
choquante que nous avons jeté l'anathème sur tout le corps médical, en se demandant si le serment d'Hippocrate n'était pas devenu le serment d'Hippocrate en réalité. Parce que tout ce que nous avons entendu ne cadre ni avec l'éthique, ni avec la déontologie. Le professeur est là de la pratique médicale au Cameroun. Encore que cela arrive quelque temps après un autre drame qu'il y a eu avec le docteur Kana. Voilà, le docteur Kana à Douala. Et les instructions de monsieur le ministre de la Santé publique en termes de prise en charge des urgences chirurgicales et des urgences médicales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à poser des problèmes de financement, de paiement dans les 24 heures. Il faut d'abord sauver la vie. Il faut d'abord sauver les vies. Donc, il y a eu beaucoup donc, de désinformation au soir, donc, au lendemain de au moment où les éclairages se font jour. Et je pense qu'il est bon que ceux qui ont jeté l'anathème sur le corps médical retirent leurs mots. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses dans ce corps, c'est vrai qu'il y a encore malades, c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses partout, mais je pense qu'il faut plus que jamais qu'on ait un respect pour la vie. J'étais étonné en lisant ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'un médecin est arrivé, il tourne le dos, il a refusé d'intervenir. Maintenant que la vérité est établie, nous allons... Maintenant que la vérité est établie, je voudrais quand même, Lucrèce, avant de partir, continuer à dire une chose. La politique, toute politique que nous menons, c'est au service de la vie. Joseph Charles Doumba le disait. Nous y reviendrons. Nous ne parlons pas encore de politique, nous parlons encore de santé, de vie. Du respect de la vie, parce qu'il y a une politique de santé. Oui, nous y reviendrons. Vous permettez qu'on continue? Je voulais terminer en disant que si la politique ne sert pas la vie, si elle ne préserve pas les vies, c'est un échec de la politique. Voilà. Nous, tout à fait, c'est entendu. Jean-Bruno Tagny, avec vous, je voudrais quand même questionner ces us et coutumes, parce que d'après ce que les membres de la famille de la regrettée Monique Koumaté ont fait prévaloir, c'est que dans leurs coutumes, lorsqu'une maman décède, elle ne doit pas partir avec les bébés. C'est quand même je ne vais pas dire que c'est des coutumes rétrogrades, mais c'est quand même aussi des questions il faut quand même se poser un certain nombre de questions face à ce genre de situation. Bon, je ne connais pas les coutumes de la dame, mais le professeur expliquait tout à l'heure qu'il est tout à fait normal de procéder à une opération pour extraire les enfants, éventuellement avant de procéder à l'enterrement. Donc, au-delà de la coutume, je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais je voudrais dire que nous devons éviter de partir d'un excès à un autre. Parce que dire que la vérité est désormais connue, je pense que c'est aller trop vite en besogne. On ne sait pas encore dans quelles circonstances elle est décédée. Oui, voilà. Donc, je pense que, d'accord, les réseaux sociaux sont peut-être allés trop vite, mais je pense que le ministre, lui aussi, allait trop vite, et évitons aussi d'aller trop vite sur ce plateau, parce que si on veut donner l'impression que ce que le ministre a dit est la stricte vérité, c'est un problème, puisque votre correspondante de Douala disait tout à l'heure que les enquêtes se poursuivent. On ne peut pas dire d'un côté que les enquêtes se poursuivent et de l'autre côté, on donne l'impression que le ministre a très rapidement mené son enquête et a rendu les résultats ce soir. Donc il faudrait qu'on fasse très très attention. C'est vrai que c'est un fait divers. Et vous savez, quand il y a des faits divers macabres, comme celui qu'on a vécu aujourd'hui, il y a une certaine dictature de l'émotion. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de dramatique. Une dame de 31 ans qui a déjà 2 enfants et elle est enceinte de jumeaux. Elle arrive vivante ou morte à l'hôpital. Toujours est-il qu'il y a une constance, c'est que elle est décédée. Jean-Bruno Tagny, je ne voudrais pas que vous entreteniez le flou autour de son état lorsqu'elle arrive à l'hôpital. Oui. Selon tous les recoupements, elle est arrivée à l'hôpital décédée puisqu'elle a été transportée dans la malle arrière. On n'imagine pas quelqu'un de vivant, une femme enceinte, qu'on transporte dans une malle arrière. Je ne voudrais pas m'avancer sur ce terrain-là parce que je ne le connais pas, mais il y a une constance au moins. C'est-à-dire que cette dame, elle est décédée, ses bébés sont décédés. Et nous avons assisté quand même à quelque chose d'extrêmement macabre sur le parvis d'un hôpital public où
une dame qui n'est pas médecin, comme le professeur, procède à une opération pour extraire des enfants. Et à aucun moment donné, sur les vidéos que moi j'ai regardées, on ne voit ni un médecin pour empêcher qu'on pose un tel acte, ni personne d'autre pour empêcher que cette dame-là pose un acte. Il y a encore un problème. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la dame qui a procédé à cette opération soit une folle ou alors qu'elle voulait procéder à je ne sais pas quelle pratique. C'est parce qu'elle a pensé qu'elle pouvait sauver des vies. Donc je pense que c'est une chose, il y a encore beaucoup de flou. Il faut qu'on reste très très prudent pour éviter de choquer les gens, parce que c'est quand même une situation qui est assez choquante et le discours qui est tenu en ce moment vise à transformer cette dame qui, de bonne foi, je suppose, a pensé qu'elle pouvait sauver des vies, à la transformer véritablement en bourreau. C'est quelque chose de dramatique, soyons prudents. Je peux répondre. Oui, professeur. Vous savez, il n'est pas facile pour devenir ni infirmier ni médecin. Absolument. Si la femme là avait eu l'opportunité d'aller à l'école où on forme des infirmières, elle va comprendre que, première des choses, si la femme est décédée, le bébé qui est dans son ventre n'a pas la chance de vivre. Tout à fait. Donc si elle voulait sauver la vie, c'est pour quelle raison? C'est une ignorance. Mais si elle est ignorante, elle allait jusqu'à couper et fermer. Si elle n'est pas formée pour faire ça, donc elle a brûlé les étapes, elle n'est ni infirmier ni docteur. Donc je ne peux pas la blâmer, mais elle était très courageuse. Même moi-même en tant que médecin, je ne peux pas sur la paille ou sur le sol ouvrir le ventre des cadavres. Avec une lame. Les lames que nous opérons avec sont stériles. Des maisons de fabrication. Ce n'est pas n'importe quelle lame que nous prenons. On ne soutient pas ce qu'elle a fait. Mais je voudrais quand même préciser que... Tout à fait. Je voudrais quand même préciser à votre suite que cette dame, justement, puisque nous en parlons, a été gardée à vue autant que le morguier, la sage-femme et le major de l'hôpital La Quintini. Alors, Georges-Alain Boyomo, je voudrais questionner avec vous les équipements de nos hôpitaux. Parce qu'il est établi que cette dame s'est rendue dans un centre de santé vendredi 11, le ministre l'a encore répété cet après-midi au cours de sa conférence de presse. Alors, est-ce que nos hôpitaux sont suffisamment équipés pour détecter les urgences médicales, comme dans ce cas-là? Parce qu'il est également établi que cette dame ne savait pas qu'elle portait des jumeaux. Alors, vous employez le terme établi. Moi, en suivant le ministre de la Santé cet après-midi, je crois qu'il s'est basé sur des premiers éléments, sur des menus premiers éléments des enquêtes pour les rendre publics. Ça veut dire qu'on ne peut pas encore parler, à mon sens, d'établi. On ne peut pas dire que la vérité... Il a été formel, il a dit que c'était la première visite prénatale pour cette dame et qu'elle ne savait pas, on ne savait pas qu'elle portait des grossesses jumelaires. Mon avis, c'est qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire. Et moi, je suis de nature telle que je doute toujours. J'exprime un doute cartésien. On verra bien dans les prochains jours. Il y a un certain nombre de versions qui circulent. J'observe également que... on aurait pu, en communiquant plus rapidement, stopper la rumeur qui a envahi les réseaux sociaux. Vous estimez que le gouvernement communique à 15h ce dimanche? Le drame s'est déroulé samedi à 10h. Et on communique dimanche à 15h. Entre-temps, l'information va très vite. Vous savez le principe selon lequel la rumeur ne prospère que là où il n'y a pas d'information. Donc s'il y avait une sortie, je pense que ça aurait quand même stoppé l'emballement au niveau des réseaux sociaux. Alors l'autre question sur l'équipement des hôpitaux. Alors, et c'est là où je dis que l'enquête est vraiment en cours. D'ailleurs, si on a gardé le morguier et tout le reste là, c'est certainement pour des besoins d'information. Alors, comment à l'hôpital La Quintini de Douala, qui est un centre hospitalier de référence, on n'a qu'un gynécologue. Si je m'en tiens à la version qui a été donnée par le ministre, il n'y avait qu'un gynécologue qui était occupé et qui ne pouvait pas en même temps s'occuper de la dame. Ça, c'est un problème de personnel. Maintenant, sur le problème des équipements, je n'ai pas la preuve pour le moment que cette dame est décédée dans un centre hospitalier quelque part où elle est décédée à la maison 4 heures avant, comme le ministre l'a dit. Mais il y a un problème général d'équipement qui n'est pas l'apanage des centres hospitaliers privés. D'ailleurs, les centres hospitaliers publics devraient briller par l'exemple sur la question. C'est quand même l'hôpital La Quintini, on s'attend à un certain niveau de plateau technique. Il y a eu un rapport qui a été rendu il y a quelques mois, le rapport Soso, qui démontrait justement toutes ces lacunes. Et je me pose la question si les différentes problématiques qui étaient contenues dans ce rapport ont été effectivement adressées jusque-là. Peut-être on reviendra plus tard. Mais ce drame, au-delà de la dictature de l'émotion, pour reprendre le thème de Jean Bruno, je pense que ce drame
doit nous permettre d'adresser les vraies questions de la politique de santé publique au Cameroun. Nous allons marquer... Professeur, nous allons revenir à vous juste après ce petit arrêt pour parler d'autre chose, d'une autre situation. C'est celle des colbosseurs qui ont observé cette semaine un mouvement de grève parce que, disent-ils, ils ne rentrent pas dans leurs frais, surtout dans leurs relations avec les différentes sociétés de téléphonie mobile. Et nous avons voulu comme ça aller à la rencontre de quelqu'un qui fait dans ce métier, dans ce petit métier-là. Il s'appelle Lambert et c'est Monique Félicité Tuen qui est allée vers lui. Il raconte les misères d'un callboxeur. Nous sommes au quartier Messassi à Yaoundé. Ici, Lambert est l'un des pionniers de cette activité, le callbox. Il a subi, lui aussi avec douleur, la récente crise des callboxeurs. C'est depuis qu'on jongle 500 dans 10 000, les 500 là même, on n'est même pas prêt d'avoir ça. Parce que je suis prêt, si je compte maximum, 2 à 3 000 chaque jour de perte que je perds. Au lieu de gagner même mes 500 que je compte, je tombe encore en faillite. Je parle seulement parce que je suis fort. Un homme est né comme ça là. C'est ça qui me fait parler aujourd'hui. On souffre vraiment. Courageux, Lambert a gardé espoir en attendant un dénouement heureux de la situation. J'ai failli même fermer même définitivement avant que cela soit résolu. On attend. C'est même mes enfants que j'attends là dès que l'école rentre. Je pars moi à la maison. Ils nous ont prévu jusqu'à mercredi que ça sera résolu. C'est ça qu'on attend. Sous le soleil et la pluie, mais surtout sous son parasol, ce vaillant Camerounais encaisse au quotidien des coups, mais sans baisser les bras. Il y a de cela un mois, j'ai eu même un coup de gifle. Mais je supporte, c'est mon travail. Je maintiens. Tu me tapes même le lendemain, il t'appelle que gars, il veut faire comment. C'est grâce à toi que je jongle les beignets pour le goûter à mes enfants à la maison. Cette activité, Lambert ne l'avait pourtant pas choisie. Brillant menuisier de formation, il se retrouve à manipuler les téléphones contre son gré. C'est madame même qui est là. Le jour que je n'ai pas où aller, je m'assois là. Quand la menuiserie mord, je pars les entrées de là-bas. Ce n'est pas ça qui fait en sorte que le callbox, c'est juste pour maintenir les activités, pour ne pas rester au quartier. Que l'enfant ne cherche pas un bien. Mais 500 dans 10 000, ce n'est pas quelque chose pour nous. Marié et père de 3 enfants, ce fils du centre pourvoit tant bien que mal aux besoins de sa famille. Scolarité, santé, nutrition et autres. Son rêve, voir sa progéniture réussir mieux que lui. Incapable de payer un répétiteur, il assure lui-même ce rôle. Tu comptes 2, tu mets plus. Pour joindre les 2 bouts, Lambert élève à domicile des poules. Il n'en reste d'ailleurs que 2 qui serviront de repas à la famille pendant les fêtes de Pâques. Sur son comptoir, il a ajouté quelques produits en vue d'améliorer son chiffre d'affaires. On ne sait jamais, on maintient. Si le gouvernement peut faire quelque chose, que ça aille en avant plus que les années arrière, on a l'espoir. Merci à Monique Félicité Tuen. Nous en savons donc un peu plus sur les conditions dans lesquelles évoluent les callboxeurs. Nous poursuivons le débat sur ce qu'il est convenu d'appeler désormais l'affaire Monique Koumaté. Alors, professeur, juste avant que nous n'allions à cette pause, je disais que l'hôpital La Quintenie, le service de gynécologie obstétrique a au moins 8 gynécologues. Et chaque gynécologue pendant des gardes a une équipe de gardes. Il n'est pas seul. Il est aussi avec des médecins généralistes à compétence chirurgicale. Donc, le ministre n'a pas dit qu'il y avait un seul gynécologue dans cet hôpital-là. Celui qui était de garde était au bloc opératoire en train d'opérer. Peut-être ils ont une ou 2 blocs opératoires. Le docteur est sorti, il a confirmé le décès de la femme. Donc, il ne pouvait rien faire par rapport à cette situation-là. On n'est pas là pour sauver de morts.
docteur ne sauve pas la vie de quelqu'un qui est déjà décédé. Si moi-même, on me dit que la femme s'y est décédée, je viens, je n'ai rien à faire, c'est pour la conduire à la mort. C'est ce qui était fait. Maintenant, est-ce que nos hôpitaux ont un plateau technique compétent pour faire des chirurgies? On est formé en Afrique, hein, même si on est formé dans les grands pays comme les États-Unis, quand on vient en Afrique, on adapte. Nous avons adapté la situation en Afrique, que je peux faire chirurgie avec des pinces. Je n'ai pas besoin d'un pléthore de pinces pour faire. Et je ne trouve pas aucun hôpital camerounais qui n'a pas de minimum pour faire l'essentiel, pour sauver la vie. On n'est pas très sophistiqué. Je ne peux pas comparer l'hôpital de la Cantini avec l'hôpital peut-être aux États-Unis, mais les minimums sont là. Mais il y a également ces différents centres de santé, professeurs, qui pullulent un peu partout. On peut quand même questionner leurs agréments. Est-ce que tous ces centres de santé qui ont l'agrément pour fonctionner, est-ce que c'est vraiment, dans ces centres de santé, on retrouve tout ce qu'il faut, tout au moins le minimum qu'il faut pour sauver des vies? Et le ministre de la Santé a mis en place un groupe de travail ad hoc pour regarder exactement si cette clinique dite clinique privée, les hôpitaux privés, ils ont en fond, ils sont les conventions. Est-ce qu'ils ont le côté légal pour pratiquer? Donc ici, quelque peu, nous aurons sorti. Et encore, à l'hôpital, au ministère, nous avons fait la cartographie de tous les hôpitaux camerounais. On va voir si cette clinique qu'on dit même en question est régulière. On va voir. Il y a un groupe de personnalités qui sont en train de faire ce travail-là. Donc on ne peut pas vous dire exactement si toutes les cliniques en vie sont dans les conditions régulières. Il y a, Simon Muyanga, il y a certes ce qui incombe au personnel de santé, mais il y a aussi une responsabilité qui incombe à nos familles. Il est dit à la suite de ce drame que cette dame-là était soit au 7e, soit au 8e mois de sa grossesse et qu'elle n'en était qu'à sa première consultation prénatale. Est-ce qu'il n'y a pas également un problème d'éducation de nos masses dans la famille? Parfois on se dit c'est pas la peine d'aller à l'hôpital, on peut faire ça à la maison, il y en a même qui accouchent à la maison, ainsi de suite. Forcément, lorsque vous évoquez dans ce drame-là, vous évoquez le caractère, l'aspect coutume qui intervient. On vous dit, okay, la dame est morte, il faut retirer les bébés qui sont dans le ventre. Ça fait partie de tout ce que l'on a en termes de déficit d'éducation, donc d'information et même de formation, d'ignorance en réalité. Vous ne pouvez pas jusqu'au 8e, 9e mois de grossesse n'avoir été à aucune formation, ne serait-ce que pour les premiers examens prénataux. C'est pas possible. Lorsque au 8e mois, au 9e mois, vous dites vous ne savez même pas que vous êtes porteur de jumeaux, ça veut dire qu'elle n'a même pas fait une échographie. Cela va questionner l'ignorance au sein de la famille, le manque de formation, d'information. Ça peut aussi questionner les moyens financiers, c'est-à-dire le côté pauvreté, qui fait que on est pauvre, la grossesse est arrivée, c'est Dieu qui a donné. On compte sur la chance pour que la femme accouche. Bon, tout ça il peut être mis ensemble, le niveau de pauvreté qu'il y a au sein des foyers. Et donc, avec ça, vous ajoutez le déficit d'information pour conduire à des drames comme cela. Jean-Bruno? Oui, c'est sur la fin que Simon a dit. Il vous a rejoint? Oui, parce que je voulais dire, au-delà de cette question de sensibilisation, d'ignorance et tout, il y a un problème fondamental. Peut-être ne nous rendons pas jusqu'à quel point les gens peuvent être pauvres dans ce pays et la santé coûte très cher. Et vous savez que malheureusement, dans nos hôpitaux publics, tout se paye. Tout se paye, il y a des hôpitaux où on ne peut pas vous poser le moindre acte médical tant que vous n'avez pas payé des sous. D'abord, il y a les fameux billets de session qu'il faut payer. Si vous devez rencontrer un spécialiste, c'est encore plus grave, ainsi de suite. Dans les cliniques, c'est établi, c'est 15 000 francs. Voilà, les cliniques, ce n'est pas pour les Camerounais ordinaires. Voilà, donc je pense qu'il y a, comment dire ça, une certaine discrimination même dans l'accès à la santé dans notre pays. Et ce sont des choses dont il faut tenir compte. Pour en revenir
au cas de l'hôpital La Quintini. Je pense que notre propos ici n'est pas de jeter l'anathème sur les médecins, loin s'en faut. Ils font un travail qui est extraordinaire parce que sauver des vies, c'est quelque chose de remarquable. Mais dans le processus de sauvetage de ces vies-là, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Moi, j'ai été très choqué par la vidéo pour une chose d'abord, c'est que la femme-là, vivante ou morte, elle était couchée sur le sol, à même le sol. C'est inacceptable même si elle est morte. Parce que même les Maccabées ont droit à une certaine dignité, encore plus dans un hôpital public. Donc je n'arrive pas à m'expliquer que même si cette femme est arrivée morte à l'hôpital, qu'on ne l'ait pas conduite dignement, c'est-à-dire sur un brancard, à la morgue comme cela se devait, s'il fallait procéder à n'importe quel autre acte sur le corps, qu'on le fasse dans des conditions quand même dignes, parce qu'il s'agit d'êtres humains. Moi, je n'ai vu le brancard qu'au moment où il fallait accompagner les 3 Maccabées à la morgue, cette fois définitivement. Je pense que ça, c'est autant de choses qui posent le problème d'une véritable politique de santé dans notre pays. Chaque jour, on se plaint de l'accueil dans nos hôpitaux, on se plaint de la qualité des services qu'on propose dans nos hôpitaux. Ça, c'est effectivement des problèmes qu'il faut adresser. C'est entendu, Jean-Bruno. Et à votre suite, je voudrais donc me retourner vers Georges-Alain Boyomo, surtout pour questionner le comportement du personnel médical. Il y a du bon, il y a du moins bon, et il y a vraiment ceux qui sont agités aux orties. C'est vrai dans toutes les professions, hein, c'est-à-dire comme dans toutes les professions. Il y a des brebis galeuses. Mais sauf que la profession de médecin est particulière. Généralement, une erreur en médecine peut conduire directement à la mort. Tout comme l'accueil dans un centre hospitalier peut rassurer un malade, peut même permettre qu'il guérisse un peu plus rapidement. Malheureusement, dans nos centres hospitaliers, l'accueil est l'un des gros problèmes. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au niveau de l'accueil, vous trouvez des gens avec des mines patibulaires et autres, et ça continue même souvent à aggraver la maladie. C'est pour ça que je pense que le gouvernement a fait un pas décisif. Quand c'est bien fait, il faut également le dire. Avec le Centre national des urgences, moi je suis déjà allé là-bas. J'ai vu comment le personnel hospitalier là-bas est professionnel, se tue à la tâche et sauve des vies. Il faut multiplier ce type d'initiative. Absolument, c'est-à-dire dans chaque région, dans chaque chef-lieu de région, il faut un centre national des urgences. Et il y a d'ailleurs un système de gratuité, on vous prend d'abord en charge et ensuite on voit comment rentrer dans ses frais. C'est vrai que la dette commence à augmenter avec les bailleurs de fonds, je pense à la Corée aide le Cameroun dans ce sens-là. Parce qu'il y a aussi le fait que les Camerounais ne sont pas toujours de bons payeurs. Comment faire donc pour allier les deux? Est-ce que c'est facile? Il y a des Camerounais qui ne sont pas bons payeurs de bonne foi. Oui. Mais il y en a également qui sont malhonnêtes. Oui. Vous savez que la malhonnêteté chez nous, c'est pratiquement un sport national. Il faut pourtant que le centre des urgences continue de sauver, de sauver des vies. Que ça puisse continuer dans sa vocation. Et je pense que c'est également une nouvelle donne. Les Camerounais vont s'y arrimer progressivement. Maintenant, je pense également au niveau de la formation, il y a un problème. Oui. Il y a un problème parce que j'ai l'impression que beaucoup arrivent à ce métier-là sans vraiment y être préparés, ou alors simplement parce qu'ils cherchent soit un matricule, soit du travail et autres. Et ça aboutit à des erreurs, parce que généralement, en médecine, on ne pêche qu'à grande échelle, il n'y a pas de péché véniel, il n'y a que des péchés mortels généralement. Et donc, je pense qu'il faut également assainir à ce niveau-là. L'Ordre national des médecins fait du bon travail. Le directeur ne l'a pas cité beaucoup, il a parlé du travail du ministère de la Santé publique. Mais je pense que l'Ordre des médecins fait également un excellent travail. Avec le Kangokana devrait servir de déclic d'électrochoc à toutes les sanctions qui pourraient être prises. Le ministre a promis lui aussi des sanctions. S'il promet des sanctions, pour revenir à la version qui a été donnée tout à l'heure, s'il promet des sanctions, ça veut dire que lui-même, il sent qu'il n'a pas encore reconstitué toutes les pièces du puzzle dans cette affaire. Et lorsqu'il va les reconstituer, on espère bien qu'il va sanctionner. Parce que par ailleurs, il y a eu une circulaire du ministre, après le dame qui est arrivée à Mme Gokana. Sur la prise en charge des urgences médicales. Manifestement, cette circulaire-là n'est pas observée. Alors, vous espérez qu'il y aura des sanctions pour ceux qui auront mal agi, s'il est établi que le personnel de santé a mal agi lors de cette affaire-là. Le personnel de santé va également vous répliquer qu'il attend également des sanctions positives lorsqu'il travaille bien.
Alors, professeur... Je suis certain qu'il y a des tensions politiques. Peut-être il y a moins de Professeur, qu'est-ce qui est fait pour améliorer les conditions de travail du personnel médical et partant la prise en charge des patients? Vous savez que je suis gynécologue, ça fait 30 ans. Et toute ma vie, c'est à la maternité de l'hôpital central. Et là, vous arrivez, vous payez votre quittance, tu ne connais même pas le docteur que vous voulez voir. Donc, ce contact face à face avec le malade est souvent enregistré et vous voyez la malade par rapport au nombre de personnes que vous voulez voir. Donc, si on dit que les médecins sont mal accueillants, à mon avis, avec mon expérience, ça peut être ailleurs, mais ce n'est pas là où je travaille. Au Cameroun, pour voir un médecin, c'est 600 francs. Demandez les hôpitaux des districts, c'est 600 francs. Vous voulez dire que quelqu'un qui est enceinte, qui peut manger 5 poissons par jour, poissons braisés avec piment, qui coûte au moins 5 000, ne peut pas avoir 600 francs pour aller à l'hôpital. Et la consultation prénatale, c'est 4 fois au cours de la grossesse. Ça veut dire 6 fois x 4, c'est 2400. Ça n'atteint même pas 2 bouteilles de bière ou 3 bouteilles de comme bois. Qu'est-ce que vous voulez que le médecin fasse? Donc, il y a les examens aussi, professeur. Les examens, le paquet minimum d'examens camerounais dans les hôpitaux de district ne coûte pas 3 000 francs. Le paquet minimum, c'est quoi? Ce n'est pas les gros examens comme la toxoplasmose, ce n'est pas les gros examens que le prélèvement vaginal. Ouais. C'est l'échographie qui coûte 10 000. L'échographie, pour nous, obstétriciens, c'est 2 qu'il vous faut. C'est 2. Malheureusement, c'est les femmes... Ça fait 20 000. Non, 20 000, c'est le budget d'un mois dans beaucoup de ménages. Non, deux échographies à l'hôpital central, c'est 7 000 d'échographies. Il faut aller demander. Vous faites la première échographie pour être très sûr que la grossesse est bien placée. Vous faites la deuxième entre 18 et 20 semaines pour voir s'il n'y a pas de malformation. Les restes sont indicatifs. Si par exemple la femme saine, ou si par exemple le bébé ne bouge pas, mais pour nous c'est les deux là. Mais les femmes enceintes elles-mêmes pensent que l'échographie c'est chaque fois que vous voyez le médecin. Ce n'est pas le médecin qui prescrit ça. Donc si vous parlez que c'est cher, vous trouvez un gynécologue comme moi qui a fait le corps dans beaucoup de continents, vous payez 2 000 francs pour consulter quelqu'un comme moi, vous pensez que c'est trop cher? Est-ce que c'est cher ça? Et je ne suis pas sérieux. J'ai beaucoup de professeurs de gynécologie où vous voyez même avec 2 000 francs. Vous voulez dire que pour voir un gynécologue comme moi, à mon état, pour répondre à tous vos problèmes, 2 000 francs suffisent. Mais l'État a mis ça pour 2 000 francs. Les autres, c'est 600 francs. Vous voulez dire que quelqu'un qui est même dans le sous-quartier ne peut pas payer 600 francs pour voir des médecins? C'est la mauvaise foi que le Camerounais. Problème d'information aussi. Mais je viens de vous dire, il faut aller à l'hôpital. Il y a souvent d'informations là-bas. Est-ce que vous voulez aller en clinique privée? C'est vous, parce que vous avez les moyens. Nous, on ne peut pas contrôler les cliniques privées. Professeur, juste pour finir sur ce sujet, il y a une question centrale que je vous ai posée. Qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère de la Santé pour améliorer les conditions de travail du personnel médical? Là, c'est une question à multiples têtes. Je pense que donnez-nous 2 têtes seulement. Le ministre a prononcé au moins les retombées de toutes les activités, les actes de l'hôpital. Ça veut dire si vous opérez beaucoup, il y a des actes chirurgicaux et un tiers de ça va venir chez le médecin. C'est partout, dans tous les hôpitaux camerounais. Donc parfois, si votre rendement est mesurable, tu peux avoir même jusqu'à 200 000, 300 000 par mois de plus de votre salaire. C'est-à-dire, vous faites venir des médecins, des malades, ils payent. Même les consultations, là qu'on paye, nous aussi 30% de ça. Donc c'est ça qu'on fait pour tous les médecins. Ce n'est pas que c'est ajouté sur son salaire. Encore, il y a des primes de risque, il y a des primes d'astreinte, il y a des primes de tout ça. Nous avons des primes. Donc si un Camerounais à notre niveau, qui arrive au marché où on paye un régime de plantain pour 2 000, 3 000, ils disent que les 250 000 francs qu'on ajoute son salaire est petit, c'est de mauvaise foi. Merci, professeur. Merci, professeur. Nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est la revue de presse que signe Régine Gladys Le Bouddha.
Plus de place, plus d'espace et autant de droits. C'est le souhait des femmes dans Cameroun Tribune de lundi. L'apothéose, le 8 mars, fait briller les petits pas de l'égalité dans les domaines de l'éducation, de la santé ou encore de l'accès au crédit. La mobilisation tous azimuts a conduit près de 100 000 femmes au boulevard du 20 mai pour une parade des plus colorées rapportée par le quotidien à capitaux publics. Dans le tourbillon de manifestations, le ministre en charge de la femme se montre militant. Aucune parité au rabais ne sera cautionnée, à commencer par les sièges accessoires alloués aux femmes dans le jeu politique. Mutation choisit la proximité en soulignant les défis des femmes au quotidien. Portrait de femmes ordinaires qui bravent par leur dynamisme le pari de l'autonomisation. Le quotidien de l'économie propose 8 modèles de réussite, de combativité et d'innovation, tandis que le magazine Queen préfère mettre en vitrine une femme au parcours atypique. Madeleine Sopikoto prend la pose en une du mensuel féminin pour reparcourir le terrain de sa vie. Du premier article rédigé au journalisme sportif, la directrice de l'information radio de la CRTV livre au passage quelques secrets de femmes, d'épouses et de mères comblées. Comble de suspicion accompagne la rentrée législative 2016 dans la presse cette semaine. Cameroun Tribune relève le contexte marqué par les nombreux appels à la candidature de Paul Biya en 2018 et pose surtout la question qui agite toutes les plumes. L'actualité influencera-t-elle le Parlement? Oui, répond le messager. Le journal de Pius Njaoué perçoit une session parlementaire à haut risque et s'attend à l'examen d'un projet de loi portant révision de la Constitution. La nouvelle expression s'appesantit sur ces dossiers dont on ne parle pas et sur lesquels le Parlement devra statuer, notamment l'évaluation des projets de développement contenus dans le plan d'urgence triennal et ceux des préparatifs des CAN 2016 et 2019. Dans le jour, l'honorable Thomas Enonda Mjoya préfère parler réforme du code électoral. Le quotidien de l'économie cultive l'incertitude. Tout peut se passer durant cette session. Mensonge d'État d'Urbain Olangena Wano tient le gros des unes de la presse privée cette semaine. Mutation décrypte ce que l'ancien ministre pense du régime Biya dans cet ouvrage rédigé depuis la prison centrale de Konengi. Le jour publie les bonnes feuilles d'un livre qui décrit la faillite morale, politique et sociale du Cameroun, en indexant tout particulièrement la conduite de l'opération Épervier. Du coup, Cameroun Tribune décide de faire le point sur les affaires traitées par le tribunal criminel spécial dans le cadre de la lutte contre la corruption. La virulence des débats vaudra une sortie du ministre de la Communication himself. Issa Chiroma Bakari l'assure, l'Épervier ne trie pas ses victimes. Contrairement à Hugo Bross, le sélectionneur des Lions a dû trier, recycler, recruter à la veille des matchs aller-retour face à l'Afrique du Sud. Le jour annonce le retour d'Alexandre Son dans l'équipe Fagnon de football masculin. À en croire Cameroun Tribune, Hugo Bross a aussi injecté du sang neuf dans sa liste avec 7 nouveaux joueurs convoqués. Retour sur le plateau de Scène de Presse pour aborder la deuxième une de cette édition, l'opération Épervier, ses proies et leur livre. L'ancien ministre de la Santé, Urbain Olangena Wano, a commis un livre publié aux éditions du Chabel. Et cette semaine, on en a beaucoup parlé dans les journaux. Et Georges-Alain Boyomo, avant que je ne vous pose cette question, je voudrais d'abord signaler que nous accueillons sur ce plateau le professeur Félix Zogo, inspecteur général au ministère de la Communication. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir Lucrèce. Bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, Georges-Alain Boyomo, comment avez-vous accueilli cet ouvrage publié par une autre proie de l'opération Épervier? Avec le sentiment de quelqu'un qui veut étancher sa soif d'information dans un régime qui est réputé pour son opacité. Lorsque un ancien ministre de la Santé publique fait une telle sortie, au-delà de ce qu'il y a dans une position qui peut l'amener à faire ce genre de plaidoyer pour Doumou, il révèle quand même un certain nombre d'informations sur le système. Et il nous rassure surtout que ce n'est que son corps qui est en prison, que son esprit reste libre. Et donc, le livre d'Olangena, je pense qu'il suscite toutes les réactions que vous avez notées parce que, il est un peu plus violent que les autres, avec un usage, j'allais dire, excessif de qualificatifs, parfois des plus dégradants, comme rapport imbécile, ceci, cela, c'est vraiment dur.
Et puis, l'autre chose, c'est qu'il se positionne un peu comme l'avocat de tous les proies de l'épervier. Il ne parle pas rien que de son cas. Il discrédite l'opération, il déconstruit l'opération en parlant des différents cas, même des cas qu'on croyait, en termes de culpabilité, tomber sous l'essence. Et puis, il y a le troisième facteur qui est le contexte. Un contexte où on a une avalanche de motions de soutien qui vantent les mérites du pouvoir. Elles appellent la candidature. Et M. Olanguena fait cette sortie fracassante-là et dit que, en fait, ce ne sont que des appels hypocrites. Même s'il faut signaler que lui-même, en 2004, il avait également aussi sorti participé aux appels à la candidature. Tout à fait. Ouais. Alors, il n'est même pas d'ailleurs à sa première production. Oui, c'est dans Terre d'Afrique. Voilà. Voilà. On va continuer. Jean-Bruno Tagne, dites-nous, quelle lecture vous faites de cet ouvrage? Quelle est la lecture que vous avez? D'abord, chaque fois que quelqu'un qui a été dans le système publie un ouvrage, c'est toujours intéressant. Parce qu'effectivement, le pouvoir ou alors le système au Cameroun n'est pas réputé pour être très bavard et tout. Et donc, chaque fois qu'une de ces personnes-là décide de publier un ouvrage, c'est toujours quelque chose d'attendu, d'abord par les journalistes parce que c'est une mine d'informations et ensuite par l'opinion parce qu'on a enfin un regard de quelqu'un qui a vécu le système de l'intérieur, même si aujourd'hui il est tombé en disgrâce. Et donc moi j'ai lu le livre de Hubin Olanguena Wono que je trouve effectivement assez dur et quand on lit cet ouvrage, on sent qu'il se positionne dans la perspective de l'après-Biya. Il est question pour eux d'apparaître aux yeux de l'opinion comme étant des prisonniers politiques. Certains ont réussi parce que malheureusement, ils ont, ou alors heureusement, ça dépend de quel côté on se trouve, ils ont réussi à démontrer que leur procès avait une dimension politique difficilement évitable. Et c'est là le sens de leur livre parce qu'ils se positionnent dans la perspective de l'après-Biya, sachant que celui qui prend le pouvoir après peut décider de revoir ces dossiers-là ou alors décider simplement de faire comme si de rien n'était. L'autre chose, c'est que effectivement, c'est le procès du régime qui a commencé. C'est le procès du régime qui a commencé parce qu'il donne quand même un certain nombre de coups à des personnalités qui sont encore au pouvoir en ce moment. Et donc, on peut comprendre que c'est assez symptomatique des batailles qui vont avoir lieu dans ce pays une fois qu'on aura probablement changé de régime. Alors, Simon Meyanga, comment le parti, le RDPC, accueille-t-il les écrits des camarades d'hier qui sont aujourd'hui aux prises avec la justice? Je suis un peu embarrassé que vous me posiez la question au nom du RDPC. C'est bien plus grand que moi parce qu'il y a toute la grosse hiérarchie du parti au-dessus. Mais moi, en tant que militant, j'accueille ça de deux manières de toute façon. Un, c'est des camarades d'hier qui ont fait les éloges du parti et donc du régime, qui ont servi le régime et le parti, qui n'ont jamais démissionné, qui restent camarades du parti. Et leurs écrits d'hier restent valables. Pour parler du cas du camarade Hubin Olanguena Wono, qui en 1995 écrivait sous le couvert des éditions Eddy Action du comité central du RDPC, l'activité créatrice contre la crise et la pauvreté, et qui montrait, j'allais dire qui vantait d'ailleurs, les politiques publiques mises en place par le président Paul Biya, soutenues par le parti, dans un Cameroun en proie à la crise économique, etc. Non, les écrits restent. Ceux qui ont dit les écrits restent, les paroles s'envolent, et ils ne se sont pas trompés. Donc, je prends ça comme de l'histoire qui reste et qui est vraie, des faits vérifiables et vérifiés. Et même l'autre ouvrage, si dans Terre d'Afrique, l'audace de la rupture, qui vante un peu la politique camerounaise de lutte contre le sida, qui ne dit pas qu'il vante un peu, qui est laudateur, un ouvrage laudateur sur la politique mise en place par le président Paul Biya dans la lutte contre le sida, la gratuité des traitements, etc., etc. Donc, mais c'était des mesures qu'il menait à cette époque-là. Beaucoup de temps sont passés et on a un nouvel Olanguena Wono qu'on peut comprendre aujourd'hui, de nouveaux camarades qui ont perdu leur liberté, de fait, les faits sont têtus,
poursuivis pour des délits de détournement de deniers publics et donc qui ont certainement, pour l'histoire, besoin de laver leur nom, mais il reste vrai qu'ils ont servi ces régimes, ils ont écrit des choses en faveur de ces régimes et que ce qu'ils disent de là où ils sont est considéré soit comme une réaction, soit comme peut être considéré comme une attitude des gens qui ont craqué, et donc ils peuvent écrire ce qu'ils écrivent, mais ce qui est clair, c'est que le parti n'en a rien à faire. N'en a rien à faire. C'est une affaire qui concerne les institutions. Et le parti, lui, continue à fonctionner, même s'il regrette que des camarades d'hier se positionnent aujourd'hui comme des victimes d'un système politique qu'ils ont servi. C'est entendu, Simon Mouyanga, c'est entendu. Alors, professeur Félix Zogo, le ministre de la Communication a fait une sortie cette semaine, jeudi, je crois, par rapport à cette affaire-là. Est-ce que ces livres gênent en haut lieu? Est-ce que ces livres embêtent vous voyez le pouvoir en place? Vous voyez votre question, en dépit évidemment de toute la considération que je vous dois me faire rire. En quoi est-ce qu'un livre gênerait le pouvoir? Parce que des livres, il en est écrit tous les jours. Est-ce que le contenu de ces livres... J'avais bien compris, vous vouliez parler de contenu, justement. Mais pourquoi? Et en quoi? Vous voulez absolument qu'on prenne un exemple, alors. Écoutez, prenons le cas du livre de M. Marafa. En quoi est-ce qu'il gênerait personne? Tout simplement, il nous amène à avoir pitié d'eux. Et à comprendre qu'ils n'auraient jamais dû être considérés comme des hommes d'État. Parce que lorsqu'on est un homme d'État, je vous prie de me croire, même au niveau inférieur auquel nous sommes, et que vous avez eu à avoir le privilège d'avoir accès à des confidences, à des dossiers, le devoir d'un homme d'État, c'est la réserve. C'est la réserve. Si vous n'êtes pas capable d'observer cette réserve, vous n'êtes pas digne d'avoir jamais été un homme d'État. C'est pour cela que cela fait plutôt pitié. Maintenant, dans d'autres cas, ce sont des états d'âme. Mais les gens expriment leurs états d'âme. Et ils font des plaidoyers pro domo et des procès qui sont en réalité des inquisitions. Ils ont l'occasion de bénéficier de procès contradictoires. C'est-à-dire le principe du contradictoire. Vous avez en face de vous le ministère public, et puis vous dites une chose, et le ministère public qui vous poursuit dit une autre chose. Mais ils choisissent la couardise, c'est-à-dire s'enfermer dans leur cellule et dire unilatéralement qu'il existe un cartel de Zoé Télé, n'est-ce pas, qui leur a, fait la peau. Pour quelle raison? Mais je vais vous dire, dans un système comme celui dans lequel nous sommes, honnêtement, un ministre de la Santé publique, un honnête ministre de la Santé publique, quel danger peut-il représenter pour un régime au plan politique comme celui-là? Ce ministre de la Santé publique-là aurait pu représenter quel danger? La question est claire et elle est simple. Est-ce que ce qui vous est reproché gratuitement? La réponse est non. Alors, il est question en ce qui concerne le ministre de la Santé publique, l'ancien ministre de la Santé publique, il lui a été reproché un détournement de 8 milliards de francs CFA qui finalement a été réduit à 500 millions de francs CFA. Pour ce qui concerne le ministre Marafa, il s'agit d'un détournement de 16 milliards, dont 2 seulement ont été recouvrés, mais qui n'ont pas été remis dans les caisses de l'État. Pour ne citer que ces exemples-là. Mais Madame Medou, la justice, c'est la justice, et le droit, c'est le droit. Lorsque le contrôle supérieur de l'État vient faire ses contrôles, il a ses règles, qui sont des règles de fonctionnement. Comment est-ce qu'ils opèrent en matière de comptabilité publique? Ce dossier-là est transmis à l'accusation. L'accusation est faite pour accuser.
Quand vous avez affaire à un procureur, ne vous attendez pas à ce qu'il vous dédouane. L'accusation n'est pas aussi fantaisiste. Non, non, attendez. Il vous accuse. Mais il y a le juge d'instruction. Oui. Ce que vous relevez, c'est au niveau du juge d'instruction. Et ça fait partie du système judiciaire camerounais. Ce ne sont pas des dieux venus d'outre-tombe ou d'outre-cieux qui sont venus établir, s'il vous plaît. Non. Maintenant, que ce monsieur ait eu à détourner 500 000 francs. J'espère que je ne vous apprends rien. 500 000 francs, c'est 10 ans de prison. Voilà, alors, dès lors que ce sont des deniers publics, vous détournez 500 000 francs, vous encourez 10 ans d'emprisonnement, n'est-ce pas, ferme. Donc, la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question, c'est que, et moi, je sais gré à ce haut commis de l'État d'hier et à ce brillant intellectuel encore d'aujourd'hui, d'avoir enfin avoué qu'il a quand même détourné près de 500 millions de francs qui étaient dus aux citoyens, puisqu'il dit, on ne me reproche plus que les 500 millions. Alors moi, je ne vais pas commenter ces procédures. J'ai posé la question de savoir, nous avons posé la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose à vous reprocher, oui ou non, en termes de détournement de deniers publics? Est-ce qu'on vous a remis 31 millions de dollars pour aller acheter un avion? Un peu plus de 16 milliards, environ 16 milliards de francs CFA. Avez-vous ramené... Attention, c'est pas ça les faits. Hein. Même sur l'avion, présidentiel, ce n'est pas ça. C'est une procédure pendante dont je ne vais pas la commenter. Mais la question, c'est de savoir, avez-vous ramené cet argent? La question que la justice se pose. Ou l'avion. Il y a eu un avion? Non, pas dans le... Il y a eu un avion. Non, pas dans l'avion. Il y a eu une conférence à Keremouna qui a dit que l'avion était prêt. Non, moi je... Vous allez... Non, attendez. Moi, je ne voudrais pas que nous commentions. Attendez, je ne voudrais pas de commentaires sur les affaires pendantes. Une procédure pendante. Je pose simplement la question que se pose la justice. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de se poser cette question-là? Alors, j'ajouterai... Pour finir? Oui, j'ajouterais pour finir sur ce coup, n'est-ce pas? J'espère que nous pourrons revenir dessus. Mais écoutez, ces gens font valoir des voies de recours. Ils ont été condamnés en premier ressort, ils sont allés à la cour d'appel. Ceux qui ont été condamnés au TCS sont allés à la Cour suprême. Ce monsieur dont vous parlez est aujourd'hui devant la Cour suprême, mais qu'il se défende devant la Cour suprême. Et puis un point, et c'est tout. Donc, la question de ceux qui veulent se substituer à la justice. Parce que, évidemment, vous savez, on n'est pas dupe. On connaît très bien les accointances souterraines que certains ont avec des autres. C'est entendu, Jean-Alain. Mais professeur, il y a une justice. 2 secondes. Il faut laisser à cette justice le soin de faire son travail. C'est entendu, Georges-Alain Boyomo, dans ses ouvrages, on l'a dit tantôt, ces personnalités semblent vouloir se désolidariser d'un régime qu'ils ont servi et peut-être bien servi, d'un régime qui les a, j'ai envie de dire, créés, comme le dit le professeur Fam Dongo. Est-ce qu'on peut leur accorder du crédit? Est-ce que ces prisonniers politiques, ou comme ils le disent, est-ce que c'est des prisonniers politiques? Est-ce qu'on peut leur accorder du crédit? Est-ce qu'ils sont crédibles? Je pense qu'on ne peut pas leur donner un chèque en blanc. Oui. Et ils ne peuvent pas se douaner du bilan du renouveau parce qu'ils ont contribué, de par les charges qu'ils assumaient, à l'enracinement de ce système qui, pour reprendre Hubon Languena, tue la compétence, tue les carrières, ne pense qu'elle n'est constituée que des gens qui pensent à eux et non à l'intérêt général. Donc ils sont de toute façon co-responsables de ce qui arrive aujourd'hui. C'est d'ailleurs cela la faiblesse de leur livre. Parce que s'ils avaient publié ces livres avant, peut-être en démissionnant, pendant qu'ils étaient aux voilà, le peuple peut-être les aurait suivis. Mais je pense que même étant en prison, il n'est jamais trop tard. Ça veut dire que pour donner sa version des faits, parce qu'en même temps, on sent qu'il y a comme un rouleau compresseur. Et je voudrais dire au docteur Zogo que lorsque un livre ne gêne pas, on ne réunit pas la presse pour faire une interminable conférence de presse.
Et moi, j'ai même soupçonné le ministre. Je signale que le ministre de la Communication communique chaque fois que c'est nécessaire. Voilà, j'ai soupçonné le ministre de la Communication d'être l'agent commercial de M. Languena. Mais ça, c'est peu importe. Parce que après cette sortie, les gens ont commencé à demander le livre ici et là. Alors que s'ils n'avaient pas fait cette sortie-là, je ne suis pas sûr que les gens se seraient intéressés. Marquons un autre arrêt dans cette édition de scène de presse. Le Parlement, on le saisit. Le Parlement, permettez qu'on aille au Parlement pour voir ce qui s'est passé cette semaine. Il y a donc eu rentrée parlementaire cette semaine. L'Assemblée nationale de son côté et puis le Sénat de l'autre. Et nous avons donné la parole aux sénateurs et aux députés pour savoir un peu comment ils abordent cette session, à quoi ils se sont occupés pendant l'intercession. C'est dans le focus de la semaine. C'est la période pendant laquelle on est en contact direct avec la population qui est censée être le patron du député que je suis. Donc c'est une période généralement qu'on meuble à faire des tournées parlementaires, palper les différents problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes financiers à la base. Et vous le savez très bien, pendant cette période aussi, c'était une période très dense en activité politique, étant donné qu'il y a une aspiration populaire qui se veut celle de l'appel à la candidature du président Paul Biya. La principale activité que je voudrais partager avec les auditeurs pendant cette intercession aura été l'ouverture d'une maternité-école, un centre de santé dans ma circonscription. C'est un espace médicalisé ouvert aux femmes et aux enfants. Et nous voulons que dans ce centre, on puisse pouvoir avoir des équipements qui permettent aux femmes de pouvoir accoucher. Je sors d'Addis Abeba où j'ai eu à participer à la 4e conférence mondiale sur le café. Avant cela, j'étais en Tanzanie dans le cadre de AFCA, African Fine Coffee Association. Et donc, voyez-vous, les intercessions ne sont pas de tout repos. La session de novembre était consacrée au budget, au-delà des autres textes que nous avons eu à étudier. Donc, il va sans dire qu'après celle-ci, il fallait expliquer ce qui s'est passé lors de la loi des finances et le contenu de la loi des finances. Il fallait également, comme c'était en prélude au fait, être dans sa localité, poursuivre le pouls d'après les âpres élections qu'il y a eu avec le RDPC. Nous avons ouvert la session hier et là, dans les prochaines heures, nous allons passer à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Non, mais généralement, c'est assez rare. De toutes les traditions démocratiques se consacrent généralement à la continuité. Ce qui veut donc dire que généralement c'est pour la forme qu'on dit que chaque année on renouvelle le bureau. Et vous allez suivre, que ce soit dans les grandes démocraties ou ailleurs, on a l'habitude de reconduire le même bureau. Les grands changements se faisant lors de la première session, c'est-à-dire au tout début du mandat généralement. Mais en principe, c'est la continuité, c'est la stabilité. Les bureaux sont assez rarement renouvelés. C'est pour la forme qu'on le dit comme ça, que le bureau est renouvelé. Et ça, c'est une tradition démocratique partout. Ça se fait de la même façon dans toutes les chambres parlementaires du monde entier. Alors pour finir, il y a des questions qui sont constantes, qui nous préoccupent. La question électorale, nous pensons que nous allons nous déployer et faire comprendre, parce qu'à l'Assemblée nationale, à travers nos interventions
des propositions à travers le contrôle de l'action gouvernementale. Nous devons amener les Camerounais à comprendre qu'il y a un problème par rapport à la question électorale. Le code électoral doit être revu si nous devons aller à quelques élections qui soient. Tout parlementaire se devrait d'attendre les projets de loi ou bien peut-être initier les propositions de loi. Et par rapport à l'actualité, nous n'allons pas lire une lettre dans les enveloppes, ce sont des intentions. Il faudrait que ces intentions soient matérialisées par un projet de loi ou une proposition de loi, pourquoi pas. C'est pas exclu qu'il y ait des lois qui, pourquoi même pas parler de la Constitution qui soit peut-être touchée allant dans le sens de la volonté populaire, de la voix même du peuple. Il y a beaucoup d'autres articles, dispositions sur lesquels nous pensons revenir. L'âge électoral, nous disons qu'il faut augmenter le nombre de députés. Même le fichier électoral est invisible. Et il y a beaucoup de préoccupations par rapport à cette biométrie qui n'est vraiment pas effective. Chez nous, à l'Union démocratique du Cameroun, la Constitution dit que c'est à travers le vote que les autorités chargées de diriger les institutions ont leur force. En ce qui concerne la modification de la Constitution, selon nos règlements intérieurs et même la Constitution, pour le faire, il faudrait que nous nous réunissions, comme on a déjà le bicaméralisme, que nous nous réunissions en congrès. Les deux chambres se réunissent et puis pour analyser l'objet inscrit à l'ordre du jour. Retour sur le plateau de scène de presse. Nous continuons à parler de ces écrivains de l'opération Épervier. Alors, juste pour le savoir, il y a Marafa Hamidou Yaya qui a... outre les textes, les lettres qu'il a envoyées dans les journaux, il a produit donc Le choix de l'action aux éditions du Chabel. Il y a donc Urbain Languenawana dont nous avons parlé au début de cette édition, Mensonge d'État des airs de République au Cameroun. Jean-Marie Atangana Mebara, le secrétaire général de la République au Cameroun, entre mythe et réalité. Et puis Lettres d'ailleurs, dévoilement préliminaire d'une prise d'épervier du Cameroun. Voilà quelques ouvrages comme ça qui ont été commis par ces prisonniers de l'opération Épervier. Alors, Jean-Bruno Tagné, ils disent tous ces prisonniers de luxe être victimes d'une manœuvre d'épuration politique. À la lecture de ces ouvrages, est-ce qu'il y a des preuves de ces allégations? D'abord, il faut commencer par dire que l'argument qui consiste à dire que pour avoir servi le régime, ils sont disqualifiés, me semble être un argument inopérant. On ne peut pas être éternellement esclave de son passé. Olanguena a servi ce régime, et alors Marafa a servi ce régime, et alors Mebara a servi ce régime, et alors à un moment donné, ils peuvent prendre leur distance avec le régime. C'est vrai qu'ils prennent leur distance. C'est vrai qu'ils prennent leur distance avec le régime une fois qu'ils sont derrière les barreaux, mais on ne peut pas obliger des gens à se claquemurer derrière un prétendu secret d'État ou alors une obligation de réserve qui leur incomberait pour empêcher de s'exprimer. Je pense que face à l'adversité, chacun a sa manière à lui de se débattre, d'essayer de s'en sortir. Ils ont choisi d'écrire maintenant. Oui. La question est celle-ci. Est-ce que de votre fait, à votre avis, il y a une campagne d'épuration politique? Parce que j'imagine bien que les faits sont là. Jean-Jacques Ekindi, qui était le président de la section départementale du Grand Vouri à l'époque, a claqué la porte du RDPC. Il n'a jamais été inquiété. Paulaya Abiné, il est parti, il n'a jamais été inquiété. Frundi est parti, il n'a jamais été inquiété. Il a créé le SDF. Gargaraman et tout ça. Ils sont légion et ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi cela ferait peur au régime? D'abord, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais on est obligé d'observer, quand on lit tous ces ouvrages et quand on a suivi de près les procès de l'opération Épervier, on est bien obligé de se rendre compte qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui montrent très bien que la justice camerounaise n'est pas sereine en face des cas de ces messieurs-là. Je vais vous prendre quelques exemples. D'abord, Jean-Marie Atangana a été acquitté, c'était en mai 2012.
Et nuitamment, un magistrat est allé sortir d'autres dossiers pour le maintenir en détention alors qu'il venait d'être acquitté par un tribunal normalement constitué. Deuxième vice qu'on observe, quelque chose de vicieux que l'on observe dans le fonctionnement de l'opération Épervier. Ça veut donc dire que la justice fonctionne plutôt bien puisqu'il a été acquitté. Oui, mais même s'il y a une autre affaire qui... Pourquoi il n'a pas été libéré? Peut-être qu'il n'a pas été libéré, mais on a quand même pu l'acquitter. Deuxième chose, il y a quelque chose d'assez vicieux dans les procès de l'opération Épervier. C'est une manière de saucissonner les procédures. Vous vous rendez compte, quelqu'un est interpellé en 2008 et jusqu'aujourd'hui, on continue de juger des affaires. Il est condamné d'abord pour une première affaire, que ce soit Olangena ou bien Mbara ou Abba. Ils sont d'abord condamnés 15 ans d'emprisonnement ferme, ensuite 20 ans d'emprisonnement ferme. Non, ça ne donne pas un sentiment de sérénité de la justice. Vous savez, professeur, les questions de légalité, on peut mettre tout sur le nom de la loi. C'est au nom de la loi qu'il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud. Pendant longtemps, on a écrasé des Noirs en Afrique du Sud. Mais c'était légal. C'était la loi à ce moment-là. C'est une manière de vous dire que quand dans une société, il règne l'arbitraire, la justice ne veut plus absolument rien dire. Et il est de l'intérêt de nous tous de défendre l'état de droit. L'état de droit suppose une bonne administration de la justice et une bonne administration de la justice demande que les magistrats soient sereins. Vous avez évoqué quelque chose d'emblématique dans le cadre de l'opération Épervier. C'est par exemple le cas Hubin Olangena qui est poursuivi au départ pour 8 milliards et tout tombe comme un château de cartes à 500 millions. Ça ne fait pas sérieux. 500 millions, c'est beaucoup aussi. Oui, c'est beaucoup, mais ça ne fait pas sérieux. Vous comprenez quand même qu'entre 8 milliards et 500 millions, il y a un problème. Ça fait plutôt sérieux. Et pour avoir assisté... Ça veut dire qu'on a une justice qui fonctionne bien. Et pour avoir assisté à tous ces procès-là, je peux vous dire que parfois le ministère public se sent ridicule en face d'un certain nombre d'accusations. On a vu comment Olangena et ses conseils mais les accusations sont faites pour être confirmées ou infirmées? Les accusations ne doivent pas être fantaisistes. Les accusations ne doivent pas être fantaisistes. Voilà. Et la défense se défend. Juste un mot pour finir. Donc permettez que Simon Muyanga intervienne. Oui, juste une phrase pour finir. Juste une phrase, oui. Pour dire que personne au Cameroun, de manière sérieuse, ne peut être contre la lutte contre la corruption. Parce que, effectivement, les détournements de fonds publics font beaucoup de mal à ce pays. Mais on ne peut pas, sous le prétexte de la lutte contre la corruption, accepter n'importe quoi. Il faudrait que la justice soit sereine, qu'elle soit véritablement indépendante. Or, pour avoir vu un certain nombre de ces procès, j'ai de la peine à croire que la justice camerounaise est sereine. Vous êtes responsable de vos paroles, de vos déclarations. Oui. Alors, Simon Muyanga, vous, au RDPC, vous dites... Vous avez votre candidat naturel, c'est-à-dire que si on organise les élections demain, le RDPC est peut-être l'un des rares partis du Cameroun à avoir un candidat prêt à compétir. Donc, vous ne vous sentez pas concerné par cette campagne d'épuration politique dont parlent les prisonniers de l'opération Épervier? Pourquoi ils avaient un agenda caché, vous n'étiez pas au courant? Ils n'avaient aucun agenda caché. Pourquoi épuration politique d'ailleurs? Puisqu'il reste militant. Olangena a démissionné, vous avez vent de cette démission-là? Je ne suis pas un militant de ce parti politique. Avez-vous vent de sa démission? Mais alors, les textes du RDPC sont clairs. Le président national du RDPC est le candidat du parti aux élections au pluriel, aux élections présidentielles. Donc la question ne se pose pas. Pourquoi épuration politique alors qu'il ne représentait aucun danger? Que représentait M. Marafa comme danger? Aucun. Que représentait M. Atanganabara comme danger? Aucun. Que représentait M. Olangena comme danger pour le RDPC, comme pour le régime? Aucun. Au contraire, c'était des serviteurs. J'ai cité des livres qu'ils ont écrits, des livres laudateurs qu'ils ont écrits pour le régime, pour le président de la République. Donc, ça c'est pour l'histoire qui est en fait avérée. Maintenant, les gens ont fait des erreurs de gestion et ils ont été accusés de détournement. Ça c'est un fait, donc un fait de droit commun. Ce qui est étonnant, c'est cette transmutation, cette transformation, la subite de prisonniers de droit commun en prisonniers politiques. C'est cette transformation subite qui étonne. On comprend que les gens soient en posture de pouvoir se défendre.
de se justifier face à l'histoire. Mais c'est la parole d'un voleur contre celle de personnes... Parfois d'un présumé voleur, parce que quand les décisions sont déjà prises... Toutes les décisions n'ont pas encore été rendues. Pour le cas de M. Languena, c'est des décisions, décisions définitives, donc il a volé. Donc son livre, c'est la parole de voleur contre nous autres présumés innocents, honnêtes. Donc, quand quelqu'un est dans cette posture-là, il veut se défendre face à l'histoire, je me demande s'il faut le croire. C'est pour amuser la galerie. Mais c'est pour dire que si M. Froundi, qui a été l'opposant le plus virulent à Paul Biya, continue dans ses occupations, continue à travailler dans l'opposition. Si M. Kamto, qui a été ministre et qui est opposé à Paul Biya aujourd'hui avec des ambitions avérées, les Paul Aya Abu, les cas que vous avez cités, ils n'ont jamais, mais alors au grand jamais, été inquiétés dans leur liberté. Il ne faut pas faire un mélange de genres. Ce qu'on va faire là, c'est un peu de l'amalgame, c'est de la manipulation pure et simple, et de l'opinion et de la vérité. Des gens ont été condamnés pour avoir détourné. On l'a entendu. C'est des prisonniers de droit commun. Ce n'est pas des prisonniers politiques. D'ailleurs, au Cameroun, il y en a strictement pas. Simon Meyanga, j'ai entendu, et je voudrais dire à votre suite qu'il y a quelques années à France 24, le président de la République a eu cette phrase. Il y a eu des événements malheureux sur lesquels je ne reviendrai pas en 1984. Et l'Assemblée nationale, sur ma proposition, a voté une loi d'amnistie. Ceux qui ont vécu ces tristes événements ont retrouvé leurs droits. Il y en a même qui sont au gouvernement. Félix Ezogo, ça veut tout dire. Oui, bien sûr. Exemple, le ministre de la Communication. Bien sûr. Bien sûr, le président l'a dit. Et c'est vrai que effectivement, il a même ajouté en disant, je dis à ma famille politique, il faut rassembler, il faut ouvrir. Il faut que nous travaillions avec les autres compatriotes, même si, n'est-ce pas, les règles démocratiques, c'est-à-dire les majorités dont nous bénéficions de part, oui, sont suffisamment larges, il faut partager. Il faut partager. Et vous avez peut-être évité, une de ces citations, moi je vais oser le dire, puisque de toute façon il l'a dit, il y a même un putschiste dans mon gouvernement. Et Georges Alain, nous étions en 2006, le membre du gouvernement dont vous venez de parler n'était pas au gouvernement. Il n'était pas au gouvernement, donc on sait très bien de qui il parlait. Il s'agissait non pas de lui. Donc je voudrais simplement dire que... En une seule seconde, oui, effectivement, on ne peut pas, n'est-ce pas, rassembler avec soi des gens qui ont pris les armes contre vous hier, n'est-ce pas, et envoyer de cette manière en prison des camarades dans des amis politiques uniquement parce qu'ils auraient, semble-t-il, eu des prétentions pour faire concurrence c'est entendu, professeur. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. C'est entendu, je vous promets, s'il y a encore du temps d'ici la fin de l'émission, vous pourrez dire un mot. Alors, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour regarder l'image de la semaine, l'image collatérale de la semaine. Alors, Pierre Evembe, qui sera collaté ce dimanche? Chers affiliés de Scène de Presse, que vouliez-vous que je fusse si vous ne me le demandassiez? C'est toujours votre rubrique Image collatérale, inattendue, inhabituelle, intermittente. Eh bien, vous voulez savoir qui va être collaté ce soir? That's the question. Il s'appelle Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, président du FSNC. Notre ministre est actif, très actif, infatigable. Il n'a pas peur des journalistes, il n'a pas peur des caméras, il n'a pas peur des sujets. Sensible ou pas, Issa Chiroma est dedans. Monsieur le ministre, quel est le secret de cette activité, cette hyperactivité même? C'est parce que vous avez beaucoup de temps? Le temps n'a rien à voir. Ou alors vous consultez les marabouts? On ne consulte pas les oracles de destin ou Madame Soleil. En bon reporter, j'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert votre secret. Voilà. Ce sont les médicaments naturels de chez nous, les Mambisa, les Ixogo. Ça, c'est pour le mal d'estomac. C'est la maman Fouletier Mat qui les fait. Ça, c'est le vin de palme qui se prend avec le démarreur. Pour les appareils des motos qui ne fonctionnent plus bien. Ça, c'est pour vous, monsieur le ministre.
Est-ce que j'ai bien compris ou bien il a dit we need it time to time, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça de temps en temps? Monsieur le ministre, après avoir consommé ce genre de produits, comment vous sentez-vous? Je suis vraiment dans un état d'esprit serein. Comme diraient les jeunes aujourd'hui, je suis à 37. Bon, je crois que je vais finir bien cette fois-ci. Je vais vous demander de dire, est-ce que le FSNC est derrière le chef de l'État? Vous soutenez le président? Le FSNC reste dans ce pilier inébranlable aux côtés du président Biya pour l'accompagner. Bien après 2018, c'est ce que vous voulez dire? J'espère que j'ai bien commencé et j'ai bien fini, monsieur le ministre. Ça, c'est votre signature. Vous commencez bien, mais vous finissez toujours mal. Lucrèce, je vous quitte, je vous laisse l'antenne parce que là, je viens de collater mon ministre. Là, vraiment, là, c'est très grave. Je m'en vais. Place aux une du lundi. Aurélie Crescence-Mbida, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour notre revue des unes du lundi. Beaucoup d'actualités et beaucoup de sujets à découvrir ce lundi. L'industrie brassicole au Cameroun, un secteur qui ne connaît pas la crise. C'est la grande une de Spark. L'éditorial du journal de Pauline Billon parle, je cite, augmenter les prix, on va toujours boire. Fin de citation. L'industrialisation de notre économie, le vrai moteur de l'émergence, la question est posée. C'est d'ailleurs le dossier de la rédaction de The Spark. La gestion des ressources naturelles barre la une d'intégration. Les États de la CEMAC dos au mur. Les entreprises sommées de dire combien elles versent aux États, qui à leur tour doivent rendre compte des encaissements irrelatifs. Les auditeurs indépendants sollicités pour certifier la véracité des flux financiers déclarés. Désormais, les ressources naturelles doivent servir à créer la stabilité et non à financer la corruption. La 8e édition de la journée CEMAC remet au goût du jour la nécessité de réajustement des mécanismes de gouvernance pour faire face à la conjoncture économique défavorable. Lire les détails en pages 6 et 7. La deuxième une du journal de Thierry Ndon parle de Douala, révolte après la mort d'une femme enceinte en quête de soins et revient sur une fin de semaine mouvementée au Cameroun. C'est en page 2. Aujourd'hui, d'Alphonse Elundou, Barça 1 par Coopération Italie-Cameroun, les non-dits d'une visite d'État. Sergio Mattarella et Paul Biya vont aborder les questions stratégiques et hypersensibles au cours de cette première visite d'un chef d'État italien au Cameroun. L'hebdomadaire primeur de l'Info Plus parle de réforme administrative. Voici comment Paul Biya compte revaloriser les salaires. La décision du président de la République n'attendrait plus que l'assainissement effectif et définitif du fichier solde de l'État, nous dit le journal de Lionel Molo-Zogo. Éco Matin lui parle de gouvernance, comment il pille la fortune publique, identification des méthodes de détournement des deniers publics, cas de scandales retentissants avec en plus l'entretien avec Hilaire Kamga. Éco Matin parle aussi de Business Forum, le Premier ministre à Douala, pour l'ouverture ce lundi de la 7e édition des affaires. Les bonnes affaires barrent la une de Courrier agricole, sortir de la pauvreté en élevant les poissons à domicile. La rédaction présente comment s'y prendre. Pas de gros moyens pour commencer, les bénéfices sont impressionnants, toutes les facilités mises sur pied par le Minepia. Lire les conseils du sous-directeur de l'aquaculture pour réussir l'élevage des poissons en bac et en cage, avec en plus des fiches techniques. Courrier agricole parle aussi de ce que les agriculteurs peuvent attendre du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires. C'est donc à lire dans la publication de l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement. Et c'est sur cette une de Courrier agricole que se referme notre revue des unes du lundi. Vous, fidèles téléspectateurs de la diaspora, c'est en ligne que vous aurez toutes les informations. Ici sur place, bien sûr, c'est dans les kiosques que vous pouvez vous procurer de tous ces journaux. Acheter le journal, c'est promouvoir la presse. Mais ne l'oubliez pas, la primeur de l'info, c'est sur Scène de Presse. À dimanche.
Merci Aurélie. Georges Alain Boyomo, juste un mot. Oui, à un la fin de cette édition. Je voudrais dire que autant nous sommes contre l'impunité, autant nous devons dénoncer l'arbitraire. Parce que aujourd'hui, c'est au Landéna. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. On se souvient d'ailleurs de ce Premier ministre qui disait que tout était correct. Après lui-même, il s'est retrouvé dans la nasse. C'est entendu. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Nous avons fait le tour de l'horloge. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous, chers invités, d'être venus. Aimé Robert Bina, le présentateur à titre de cette édition, sera à nouveau des vôtres la semaine prochaine. Quant à moi, ce fut un plaisir d'être à votre compagnie ces 2 dernières semaines. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Merci. Bonsoir.